Coca-Cola. Bon. Bon, je vais pas dire qu'il fait chaud parce que c'est l'horreur. Mais je préfère avoir trop chaud que froid. Sauf quand je suis à la montagne sous la neige. Alors, mais en même temps, je mets une couette sur moi. Je suis folle. Alors, sur ces entrefaites, apparut un homme de haute taille, suivi d'un groupe de chevaliers. Il était d'une grande dignité. Tout respirait en lui la noblesse et la beauté, bien qu'il fût affligé d'une sérieuse claudication qui l'obligeait à être soutenu dans sa marche. Tout le monde se leva à son entrée. Seigneur, dit-on à Lancelot, voici le roi. Lancelot s'inclina devant lui, et le roi, lui rendant son salut, le prit entre ses bras en lui disant Seigneur, nous avons tant désiré ta venue, et te voici enfin parmi nous. Sache que nous avons grand besoin de toi. Le pays a été ravagé, et les pauvres gens ont perdu leur récolte. Il est juste que désormais, s'il plaît à Dieu, leur perte soit compensée, et que soient recouvrés les biens dont ils ont été longtemps privés. Toujours soutenu par un écuyer, le roi prit Lancelot par la main et le conduisit dans une salle attenante, plus petite, où il le fit asseoir près de lui. Le roi lui demanda de quel pays il était et quel était son nom. Lancelot du Lac, répondit-il. Le roi réfléchit quelques instants et reprit. Dis-moi, ton père était-il le roi Ban qui mourut de douleur? Oui, seigneur, c'était mon père. Il régnait sur le royaume de Bénoïc. Ma foi, murmura le roi, j'ai toutes les raisons de croire que mon pays va être délivré des étranges aventures qui s'y produisent jour et nuit, et cela grâce à toi ou à quelqu'un de ta descendance. Je ne suis pas marié, dit Lancelot, et je ne pense pas avoir engendré un enfant. À ce moment, entra une femme d'un grand âge, qui se déplaçait péniblement, et qui pouvait avoir 100 ans. Elle fit un signe au roi, et celui-ci sortit, recommandant au chevalier de tenir compagnie à Lancelot. La vieille femme le rejoignit, et quand il fut assis avec elle dans une chambre, elle lui dit « Qu'allons-nous faire de ce chevalier que Dieu nous a amené ?» Je n'en sais rien, répondit le roi, sinon qu'il aura ma fille pour disposer d'elle selon son désir. Mon Dieu, dit la vieille dame, ce ne sera pas si facile. Je suis sûre qu'il refusera de la posséder quand on la lui offrira, car son amour entier est obstiné pour la reine Guenièvre. Car son amour entier et obstiné par la reine Guenièvre lui interdit de désirer toute autre femme. Il faut donc manœuvrer avec habileté, de façon à ce qu'il ne s'aperçoive de rien. Eh bien, trouve la solution qui convient, mais il faut que cela se fasse, dit le roi. N'aie aucune crainte, répondit-elle, je vais m'en occuper avec Brisane, la suivante de ta fille. Elle est restée un certain temps chez la dame du lac et y a appris beaucoup de choses. Le roi revint dans la salle où se trouvait Lancelot. On avait dressé les tables pour le repas et, en attendant que tout fût prêt, Lancelot et le roi engagèrent la conversation de la manière la plus courtoise. Lancelot lui demanda son nom, et il répondit qu'on l'appelait Pelès de la terre foraine. Pendant qu'il parlait, Lancelot vit apparaître à une fenêtre une colombe qui tenait en son bec un encensoir d'or d'une extrême richesse, emplissant aussitôt la salle des plus suaves parfums qu'on pût rêver. Le silence se fit, car chacun s'était agenouillé en voyant apparaître la colombe, mais celle-ci disparut aussi vite qu'elle était venue. Tant qu'à faire. Il fait trop chaud, mais
Mais ça sent trop bon. Aussi. Je sais plus où j'en étais. Ah ouais, ce que je voulais dire, c'est que la fille du roi pêcheur, les rois pêcheurs sont les descendants directs de Joseph d'Arimathie. Bon, ça c'est dans la généalogie que j'ai découvert ça. Alors des serviteurs entrèrent, posèrent des plats sur les tables, mais Lancelot remarqua que ces plats étaient vides, et tout à coup les gens du roi s'assirent en silence, sans même y avoir été conviés. Lancelot, s'étonnant fort de ce mystère, fit de même, et s'assit devant le roi. Comme ils étaient tous recueillis, sans doute en train de prier, il adopta le même comportement. C'est alors qu'arriva la jeune fille. Elle était si belle et si désirable que Lancelot dut s'avouer qu'il n'avait jamais vu femme de si éclatante beauté, hormis la reine Guenièvre. Force fut donc pour lui de reconnaître le bien fondé de ce que lui avait dit la dame, son hôtesse de la nuit passée, qui l'avait conduite en ces lieux. La jeune fille, cependant, s'avançait dans la salle, très doucement, comme si elle glissait sur le sol. Elle portait un vase qui ressemblait à un calice d'un éclat éblouissant. Lancelot eut le sentiment et la certitude que c'était un saint et digne objet. Aussi joignit-il les mains et s'inclina-t-il à son passage, imité en cela par tous les autres convives. Relevant la tête, Lancelot vit également que les plats, qui avaient été déposés vides par les serviteurs, étaient à présent remplis de mets succulents, la salle tout entière étant envahie d'indicibles senteurs. Quand la jeune fille eut fait le tour des tables, elle s'en retourna tout droit à la chambre d'où elle était venue, et les convives commencèrent à manger. À la fin du repas, on enleva les nappes et les plats, et le roi demanda à Lancelot ce qu'il pensait du riche vase que la jeune fille portait. Il me semble, répondit Lancelot, n'avoir jamais vu une demoiselle aussi belle. De dame, je ne dis pas, mais de demoiselle sans conteste. En entendant cette confidence, le roi pensa tout de suite à ce que l'on disait de la reine Guenièvre et de Lancelot, et il fut persuadé que les bruits étaient à l'image de la réalité. Il s'en alla trouver Brisane, la suivante de sa fille, lui rapportant ce qu'il venait d'entendre. Fort bien, dit-elle, je sais ce qu'il faut faire. Elle s'arrangea donc pour se trouver à côté de Lancelot et lui demanda des nouvelles du roi Arthur. Il répondit évasivement, mais insista sur Guenièvre. Seigneur, dit-elle, ce n'est pas ce que je te demande, car j'ai moi-même vu la reine il y a peu de temps. Elle était bien portante et joyeuse. Ces paroles firent tressaillir Lancelot, et il ne put se retenir de s'enquérir où elle avait vu la reine. Seigneur, répondit-elle, mais à 2 lieues d'ici, dans un manoir où elle doit à nouveau passer la nuit. Tu te moques de moi, fit Lancelot. Nullement. Et si tu ne me crois pas, viens avec moi tout à l'heure. Je te prouverai que je dis la vérité. Au comble de la joie, Lancelot envoya chercher ses armes et fit préparer son cheval. Quant à Brisane, elle alla trouver le roi et lui dit « Donne immédiatement un cheval à ta fille et envoie-la au château de la Casse, dès que tu le pourras. Je la suivrai avec Lancelot et je lui ferai croire, quand nous serons là-bas, que c'est la reine. J'ai préparé un breuvage qui brouille les esprits, et quand il l'aura bu, il se comportera selon ma volonté. Aussi se réalisera ce que vous souhaitez tous. » Sans perdre un seul instant, le roi fit préparer sa fille et lui donna 20 chevaliers pour l'escorter jusqu'au château. Là, descendu de cheval, ils firent dresser dans une salle un lit d'une richesse sans égale, et la jeune fille s'y coucha selon les instructions qu'on lui avait données. Quant à Lancelot, s'étant armé, il monta en selle et suivit Brisane, qui le guida jusqu'à la Casse. Quand ils y arrivèrent, il faisait nuit noire, et la lune n'était pas encore levée. Une fois descendu de sa monture, Brisane introduisit Lancelot dans la chambre où se trouvaient déjà les chevaliers. En le voyant entrer, ils se levèrent et lui souhaitèrent la bienvenue.
Une grande clarté régnait à l'intérieur, avec au moins 20 chandelles allumées. Brisane, qui avait mis une servante dans le secret de ses projets, lui confia la fiole qui contenait le breuvage qu'elle avait préparé et lui dit: quand je demanderai qu'on apporte des boissons, présente-nous une coupe pleine et donne-la à Lancelot. N'en donne à personne d'autre. Ce sera fait, dit la servante. Une fois débarrassé de ses armes, Lancelot eut envie de se désaltérer, car il avait pris chaud au cours de la chevauchée, et il demanda où se trouvait la reine. Seigneur, dit Brisane, elle est dans une chambre déjà endormie, je crois bien. Lancelot ayant réclamé à boire, la servante, qui en avait reçu l'ordre, lui offrit une coupe remplie d'un breuvage plus pur qu'eau de source, mais couleur de vin. La coupe n'était pas grande, mais remplie à ras-bord. Seigneur, lui dit la servante, bois ce vin, il te réconfortera. Je suis sûre aussi que tu n'en as jamais bu de pareil. Il prit la coupe, la vida entièrement, et ayant trouvé le vin incomparable, en redemanda une autre. La servante le servit, et cette fois encore, il la vida jusqu'à la dernière goutte. Assis près de Brisane, il demanda alors s'il pouvait voir la reine. Brisane le regarda et le trouva tout transformé, les yeux brillants, l'air assuré. En fait, Lancelot ne savait plus où il était. Il se croyait à Camelot ou à Caerleon, ou encore à Carduel, près d'une suivante de la reine. Aussi, quand elle vit qu'il était prisonnier de son rêve, elle n'hésita plus. Seigneur, madame est sans doute endormie. Qu'attends-tu donc pour aller la rejoindre? C'est que, dit-il, elle ne m'a pas appelé. Si elle le fait, j'irai la rejoindre tout de suite. Pardieu, dit Brisane, tu le sauras bientôt. Elle entra dans la chambre, fit mine de parler à la reine, puis revint vers Lancelot et chuchota. Madame t'attend et te prie de venir lui parler. Alors Lancelot se leva et, guidé par Brisane, pénétra dans la chambre où était soi-disant couché Guenièvre. Il ne fut pas long à enlever ses chausses et se glissa dans le lit, tout enflammé par le désir d'étreindre celle qu'il aimait le plus au monde. Et la jeune vierge, qui n'avait d'autre désir que d'avoir tout à elle, ne serait-ce qu'une fois celui dont le rayonnement rejaillissait sur toute la chevalerie, l'accueillit dans le ravissement, le comblant des dons et des égards qu'il attendait de la reine. Ainsi furent unis le meilleur et le plus beau des chevaliers et la plus belle des vierges appartenant au plus haut lignage de ce temps, animés tous les deux par un même désir, mais pour des raisons différentes. Elle se donnait à lui, non pas tant pour sa beauté, ni par luxure, ni par échauffement des sens, mais pour recevoir le fruit grâce auquel tout le pays, ravagé à la suite du coup douloureux reçu par le roi pécheur, devait recouvrer sa beauté première. Lancelot, lui, la désirait d'une toute autre façon. Il ne la convoitait pas pour sa beauté, mais uniquement parce qu'il la prenait pour sa dame, la reine Guenièvre. Seule cette méprise décuplait son plaisir, et il la connut comme Adam connut sa femme, ou plutôt autrement, car Adam connut sa femme légitimement, sur l'ordre de Dieu, tandis que Lancelot connut cette jeune vierge dans le péché et par une union illicite. Ainsi s'exprime au XIIe et XIIIe siècle la problématique du mariage et de la sexualité. Le récit utilisé ici, nettement d'inspiration cistercienne, concilie tant bien que mal les normes morales chrétiennes et les schémas mythologiques hérités du paganisme. L'argument de base est théologique. Le plan de Dieu étant mystérieux mais parfait, on ne peut s'y soustraire, même si les circonstances paraissent aller à contre-courant des normes en vigueur. Mais le Seigneur, en qui habite toute piété, et qui ne juge pas seulement les pécheurs à leur acte, considéra cette union comme nécessaire à l'accomplissement des aventures. Et il leur accorda d'engendrer et de concevoir un fruit, sachant que la virginité d'une femme serait à l'origine d'une autre fleur, porteuse de vertu et de compassion, pour le plus grand bienfait de nombreuses terres, qui retrouveraient ainsi plénitude et bonheur. Les héros sont toujours le fruit d'une union illicite. Énée,
fils de Vénus et d'Anchise, Romulus, fils de Mars et d'une Vestale, Merlin, fils d'un diable et d'une vierge innocente, Arthur, fils adultérin d'Uther Pendragon. À une situation donnée exceptionnelle, il faut des personnages exceptionnels. L'idée dominante est celle de transgression de l'interdit, cette transgression étant nécessaire à toute évolution ultérieure, tant de l'individu que de la société. Quand il se réveilla, au matin, Lancelot regarda autour de lui mais n'aperçut aucune clarté. Les fenêtres étaient closes et le soleil ne pouvait absolument pas pénétrer. Se demandant où il se trouvait, il tâta autour de lui et sentit le corps inconnu d'une jeune femme nue allongée près de lui. Les effets du breuvage de Brisane s'étant dissipés, il avait retrouvé tous ses esprits. « Qui es-tu » s'écria-t-il, « et que fais-tu là ?»« Seigneur, je suis la fille du roi Pelès, de la terre foraine, » répondit une voix timide. Alors il comprit qu'il avait été abusé. Il sauta du lit, l'amertume au cœur, s'habilla en hâte et revêtit ses armes. Puis il se mit en devoir d'ouvrir les fenêtres de la chambre où il avait couché. À la vue de celle qui était allongée sur le lit, l'exaspération faillit bien lui faire commettre le pire. Voulant se venger sans attendre, il dégaina son épée et marcha vers la jeune femme. « Fille, dit-il d'une voix blanche, tu m'as tuée. Il faut donc que tu meures afin que plus jamais un homme ne soit trompé comme je l'ai été. » L'infortuné poussa alors un grand cri. « Noble chevalier, ne me tue pas, au nom de la pitié que Dieu a eue pour Marie-Madeleine. » Frappé par une horrible souffrance, Lancelot vacillait sous le poids de l'infidélité commise envers la reine. Bien sûr, on l'avait indignement trompé, mais pourquoi ? Tremblant de colère et de rancune, il ne parvenait qu'à grand-peine à retenir son épée. Mais la jeune fille, sur sa couche, l'implorait avec tant de grâce qu'il se laissa prendre par la pitié. Il contemplait ses yeux, son visage, et découvrait en elle tant de beauté qu'il en restait confondu. « Demoiselle, dit-il, torturé par le remords, je vais partir vaincu et lâche, en homme qui n'a pas le courage de se venger de toi, mais je serais par trop cruel et déloyal si je détruisais une beauté aussi insigne que la tienne. Je te prie donc de me pardonner d'avoir levé l'épée sur toi dans un mouvement de colère et de rancune. »« Seigneur, lui répondit-elle, je te pardonne volontiers à condition que tu me pardonnes toi-même d'avoir provoqué ton courroux. » Alors ils pleurèrent tous deux un long moment. Puis Lancelot quitta la chambre et se retrouva à l'extérieur du château. Tout scellé et piaffant d'impatience, son cheval l'attendait. Brisane avait donné des ordres dans ce sens, sachant bien que Lancelot ne resterait pas un instant de plus dès qu'il s'apercevrait de la duperie. Il prit son bouclier et sa lance appuyée contre un arbre, puis il sauta en selle et détala, perdu dans ses noires pensées, comme s'il se réveillait après une nuit d'orage et de cauchemars. Un peu plus tard, dans la matinée, le roi Pelès, ayant appris le départ de Lancelot, se rendit au château de la Casse pour voir sa fille. Il la trouva encore toute bouleversée par les menaces de mort de Lancelot, et elle raconta à son père comment la nuit s'était déroulée. Quand Pelès apprit son union avec Lancelot, il la fit entourer de soins et d'attention et honorer plus encore que dans le passé. Et à peine 3 mois plus tard, les médecins annoncèrent qu'elle était enceinte, ce qu'elle confirma elle-même. Alors la joie fut grande à Corbénic, le château de Pelès, le riche roi pêcheur, ainsi que dans tout le pays qu'on appelait la terre foraine. Quant à Lancelot, après cette nuit fatale, il erra tout le jour, au hasard des chemins, l'esprit encore embrumé, harcelé par le remords, furieux d'avoir été trompé, honteux d'avoir voulu se venger cruellement. Il s'arrêta enfin à un gué pour faire boire son cheval. Eh ben dis donc, enfin il fait boire son cheval parce que ça fait des années qu'ils boivent pas les chevaux. Et s'étendit lui-même un moment sous un arbre. Mais un chevalier qui passait par là, le voyant assoupi, prit sans bruit son cheval par la bride et l'entraîna avec lui dans une galopade effrénée. Se retrouvant sans monture dans un pays qu'il ne connaissait pas, Lancelot se mit à marcher, espérant rencontrer quelqu'un qui l'aiderait à retrouver un autre cheval. Il lui fallait gagner Carduel en toute hâte. Ah bon ? Mais il n'était pas déjà à Carduel ?
Ah non, à Corbénic il était. La reine Guenièvre l'attendait, il en était sûr. Lui révélerait-il ce qui s'était passé au château de la Casse? Se jetterait-il à ses genoux pour implorer son pardon? Les pensées de Lancelot se heurtaient et tourbillonnaient dans sa tête avec violence, et il faisait de plus en plus chaud. Se sentant de plus en plus mal à l'aise, il tituba, anéanti par la fatigue, et brusquement s'écroula, inanimé, sur la mousse qui recouvrait le sol d'une clairière. C'est alors que la reine du pays de Saurestan passa par là et aperçut Lancelot. Elle s'approcha et constata qu'il était évanoui. Alors elle fit signe à deux femmes qui l'accompagnaient. L'une était nommée Sibylle et l'autre Morgane, la sœur du roi Arthur. Toutes trois passaient pour les plus expertes en enchantement et en sortilèges de ce temps-là, hormis la dame du lac. Elles entourèrent l'homme allongé sur la mousse. Pardieu, dit la reine de Saurestan, n'est-ce pas là le plus beau garçon qu'on ait jamais vu? Bien heureuse la dame qui pourrait se vanter avoir en son pouvoir un pareil jouvenceau. Pardieu, je l'avoue, je me sentirais moi-même plus riche que d'avoir en ma possession toutes les terres du monde. Par ma foi, dit Morgane, il serait, ce me semble, beaucoup mieux avec moi. Je suis de plus haute famille que la tienne, bien que tu sois reine. Baliverne, intervint à son tour Sibylle. Ne suis-je pas la plus belle, la plus enjouée et la plus jeune de nous trois? Je saurais beaucoup mieux le servir et le soumettre à ma volonté. C'est chiant les femmes. Trêve de dispute, dit la reine de Saurestan. Voici ce que nous allons faire. Réveillons-le et offrons-nous ensemble à son service. Celle qu'il choisira restera avec lui pour le servir. Mais Morgane, qui avait regardé attentivement le visage de celui qu'elle croyait endormi, avait, elle, bien reconnu Lancelot. Néanmoins, elle se garda de le révéler aux autres. Pardieu, dit-elle, ne le réveillons pas, car nous risquons qu'il ne prenne aucune d'entre nous, ce qui serait fâcheux pour nous trois. Voici ce que nous allons faire. Allons chercher une civière et nous le ferons transporter au château de la Charrette, après lui avoir jeté un enchantement. Ainsi, en notre pouvoir, il sera plus vite soumis à nos volontés. Or, Morgane, ça fait très bien ce qu'elle faisait en proposant cette solution. Les autres l'approuvèrent. Elles appelèrent des valets qui couchèrent le corps inanimé sur une civière et le transportèrent au château de la Charrette, château ainsi nommé parce que Lancelot y était passé en charrette lorsqu'il était à la recherche de la reine Guenièvre enlevée par Méléagant. Une fois au château, elles firent descendre Lancelot dans une belle chambre fortifiée et obscure, où il n'y avait qu'une porte et deux fenêtres munies de barreaux de fer. Alors, les dames mirent fin à son enchantement, et il se réveilla aussitôt, promenant des regards étonnés autour de lui. Où suis-je? Se dit-il. Il y a quelques instants encore, j'étais sur un chemin, à la recherche d'un cheval, et me voici dans une chambre obscure. Et dans quelle forteresse? Je suis, me semble-t-il, enfermé. Serais-je ensorcelé? Il se leva, mais, se sentant très faible, retomba sur le lit comme une masse. Peu à peu, cependant, ses idées, bien que confuses encore, lui revinrent. Qu'allait-il devenir? Quel était donc l'ennemi qui s'était emparé de lui alors qu'il était évanoui de fatigue et de chaleur dans une clairière? Il en était là de ses réflexions quand la porte s'ouvrit. Une femme aux cheveux très noirs, vêtue d'une robe de soie blanche, apparut sur le seuil, hésitante, comme si elle craignait d'approcher. Alors il la regarda et reconnut Morgane. Et Morgane, le visage à demi enfoui dans l'ombre, mais les yeux brillants dans la lumière qui venait du dehors, souriait étrangement en contemplant Lancelot. D'après divers épisodes du Lancelot attribués à Gauthier Mappe. Alors, c'est la fin de l'avant-dernier. Voilà. Après, ce sera la partie la fée Morgane. Voilà. C'est très bien. C'est parfait. Non, le prochain truc, c'est l'introduction. L'ombre de Merlin. L'introduction de la partie sur la fée Morgane. Voilà. Armoire.